S'il y a une figure médiatique qui suscite des fantasmes depuis 2 ans, c'est Juan Branco. Il s'est fait connaître car il était tour à tour l'avocat de Julian Assange, Jean-Luc Mélenchon, de nombreux gilets jaunes et plus récemment du youtubeur Marvel Fitness. Il a aussi publié en 2018 son livre Crépuscule qui constitue un pamphlet contre Emmanuel Macron et les classes dirigeantes. Juan Branco est donc un personnage controversé. Par conséquent, il est très souvent pris à partie dans des débats publics. La première chose qui marque quand on s'intéresse au personnage, c'est que c'est un débatteur hors pair. Quand vous regardez des extraits d'échanges avec ces débatteurs politiques, il y a une chose qui saute immédiatement aux yeux. Il a étudié tous les aspects des problèmes dont il parle, et surtout, il est capable d'en donner des gages précis. Marine Le Pen a les mêmes lacunes, et vous voyez qu'elle ne s'écroule pas. Oui, mais c'est peut-être ce qui ne la fera pas gagner, c'est que c'est un vote des fouloirs. C'est sûr. C'est là où, du coup, elle peut se permettre cette immaturité. Par exemple, là, on voit bien qu'il a déjà anticipé les remarques de Zemmour. Il voit où il veut en venir, et il peut répondre du tac au tac avec une très grande précision. Vous devez vous dire que ce n'est pas vraiment étonnant quand on sait qu'il est avocat. Il est habitué à connaître ses dossiers sur le bout des doigts. Mais ce n'est pas que sa précision qui fait que Branco est une machine de guerre en débat. En réalité, s'il y a bien une chose que l'on peut apprendre de lui, c'est sa capacité à répondre aux provocations de ses interlocuteurs. Ça peut surprendre, mais je pense que Juan Branco n'est pas particulièrement éloquent. Ce discours, qui est aussi celui d'une Macronie qui ose parler de ceux qui ne sont rien, a provoqué des effets politiques d'une telle violence qu'il menace aujourd'hui de désagrégation l'ensemble de notre société. Rétablissons donc cette factualité, que l'approche appropriante des stratégies de classe qui vous ont amené, pour l'immense majorité d'entre vous, à votre position a pu distordre. Tout son génie en débat, c'est de maîtriser à la perfection l'art de la contre-attaque. Il est le meilleur quand il répond aux provocations de ses adversaires. Dans l'extrait sur lequel nous allons nous pencher ensemble, il est provoqué par 2 adversaires assez redoutables, Éric Nolot et Éric Zemmour. On les appelle Los Dos Ericos. On va voir qu'il arrive non seulement à rester parfaitement calme, mais carrément à retourner les provocations à son avantage. Et vous allez pouvoir en tirer 5 conseils à appliquer quand vous êtes confronté à une agression verbale. Alors, comment s'y prend-il ? Première chose, il maîtrise parfaitement son langage non verbal. Déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Branco avait déjà été confronté à Nolot. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'était pas toujours très bien passé. Comme d'habitude, M. Branco a beaucoup de mal avec ce qu'il dépasse. Vous n'aimez pas ce qui vous dépasse. Qu'est-ce qui me dépasse ? Il y a des choses qui nous dépassent tous et qui nous unissent. Mais vous êtes toujours sur le côté. Et là, il y a quelque chose qui nous dépasse. Je vous donne des C'est éléments Notre-Dame, pourquoi qui est un Pinault symbole, et Arnaud ont fait cette pour presque donation tous les Français. pour les croyants. Déjà, les premières minutes de l'entretien, vous pouvez voir que Branco n'était pas du tout bavard. Voici Juan Branco. Bonsoir, merci d'être là. Ça va? Oui, très bien. Bon. Ah, on vous a mis... Cette réponse très laconique n'est pas habituelle chez Branco. On peut comparer avec ce début d'entretien chez Thinkerview où il répond à la même question par une très longue tirade. Comment ça va ? Très bien. C'est un moment spécial pour moi parce que on a ce texte qui avait été mis en ligne en novembre dernier, qui est une enquête sur la Macronie et ses liens avec l'oligarchie, avec certaines des personnes les plus puissantes du pays, voire du monde. Xavier Niel, Bernard Arnault, quatrième fortune mondiale, première fortune française, leurs sbires, leurs seconds couteaux, leurs hommes de main. La différence, c'est qu'il sait que sur le plateau de Nolot et Zemmour, il risque d'être sujet à provocation. Donc il est extrêmement concentré. Dès le début, il ne se disperse pas. On le voit dès le début lorsqu'il regarde les réactions à l'actualité. Là, il est face à des gens qu'il méprise ou des gens qu'il admire, et il reste complètement impassible. Mais ce qui le rend particulièrement charismatique, c'est qu'il arrive à concilier cette concentration extrême avec une détente absolue dans son langage non verbal. Ouais, il y en a 130 000 facturés en librairie, mais on n'a pas les chiffres définitifs. Mais c'est beaucoup. Oui. Hein? Sa première réponse donne le ton. Vous pouvez voir qu'il est un peu avachi, il se gratte l'œil, il fait pas d'effort pour être éloquent. Ça contraste avec la concentration absolue dont il va faire preuve tout au long du clash. Ce que vous pouvez en tirer, c'est que quand vous êtes en situation tendue, c'est très puissant pour vous d'apprendre à allier concentration avec le relâchement le plus total. En faisant ça, vous allez donner l'impression que vous n'avez pas peur et que vous maîtrisez la situation. Deuxième point qu'on va voir maintenant ensemble, il ne s'engage pas sur le terrain ad hominem. Une attaque ad hominem, c'est un procédé rhétorique qui consiste à attaquer personnellement votre adversaire pour discréditer ses idées. Branco va y être confronté tout au long de l'entretien. Dès le début, ses réponses donnent le ton. Vous êtes un pur produit de l'élite parisienne et vous vous rêvez gilet jaune. Signe des temps? Non, je pense qu'il faut juste un moment considérer des paroles qui émergent dans un espace public qui est de plus en plus dégradé. Et je pense que le conflit sur les retraites le montre. C'est qu'on a un régime politique qui est à l'agonie, qui est à mon avis le fruit de décennies de compromissions successives qui ont fait que l'exigence dans ce pays s'est effondrée, notamment vis-à-vis de ses élites. Là, elle lui demande s'il se rêve gilet jaune, et lui, il répond sur la réforme des retraites avec des faits précis.
Ensuite, Éric Nolot prend la parole. Il semble bien décidé à se farcir Branco. Là, vous vous exprimez en tant que quoi? En tant que citoyen, en tant qu'avocat, en tant qu'ancien avocat de la France Insoumise, en tant qu'avocat de Maxime Nicole, l'un des leaders des Gilets jaunes. Vous parlez d'où, comme on disait dans le temps? Là, il essaye de mettre Branco en difficulté en insinuant qu'il n'a pas nécessairement de légitimité ou de position claire. Il lui demande de clarifier son ethos. L'ethos en rhétorique, ça désigne l'image que vous renvoyez, l'endroit dont vous parlez. C'est quelque chose auquel vous devez prêter attention parce que ça va faire partie intégrante de la manière dont vous êtes perçu dans une situation tendue. La réponse de Branco se fait pas attendre. Vous parlez d'où, comme on disait dans le temps? Je sais pas à quel titre vous m'avez invité. Mais vous, comment vous vous définissez? Moi, je n'assigne pas les gens à une identité, je leur demande, je leur pose la question. Moi, je m'assigne pas. On m'invite à cette émission, je suis ravi de venir. Il lui retourne directement la question. Le chroniqueur se rend compte que sa provocation n'a pas fonctionné et du coup, il décide d'escalader la situation. D'abord, en évoquant son passé de grand bourgeois. J'ai l'impression que vous, depuis le début, ce que vous cherchez, c'est d'essayer de faire oublier votre passé de grand bourgeois pour enfiler l'habit de pseudo-révolutionnaire. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun changement dans son non-verbal. Il est avachi et il se gratte encore le nez. Ça va obliger Nolot à monter d'un cran. J'ai l'impression que la seule raison de votre présence, à part d'avoir commis ce pamphlet qu'on croirait qu'il ait été signé par un adolescent prépubère, ça aurait été tout à fait émouvant, mais malheureusement vous avez passé cet âge. Et là, toujours aucune réaction. J'aimerais vraiment attirer votre attention sur la puissance du non-verbal de Branco. En tant que spectateur, on voit donc d'un côté un agresseur qui gesticule et provoque dans le vent, et de l'autre côté quelqu'un qui se défend par un puissant détachement, comme s'il était bien au-dessus de tout ça. D'ailleurs, le silence de Branco va pousser Nolot à commettre une erreur. Peut-être vous avez une autre motivation pour vous mêler de ce débat public, mais je ne la discerne pas. Pourquoi est-ce une erreur? Parce qu'il était parti sur un pamphlet à charge, et son pamphlet va retomber à plat. Ça retombe parce qu'il est obligé de poser une question directe à Branco pour être sûr d'avoir une réaction de sa part. Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant dans cette séquence, c'est non seulement la capacité de Branco à faire passer celui qu'il provoque pour un idiot, mais surtout l'attitude d'Éric Zemmour. On va regarder un peu plus le comportement de Zemmour face à Branco. En fait, il a très bien flairé le piège tendu par le détachement de Branco. Jusque-là, il choisit donc de rester en retrait pour analyser la situation. Il est tapis dans l'ombre, il attend avant de donner les coups. Il observe son adversaire. Vous pouvez même retenir que dans les premières minutes de l'interview, Zemmour va décliner une occasion d'intervenir. Vous n'êtes pas tout à fait en désaccord avec ça, Zemmour? Ah non, mais j'attendais. Non, mais- Juste une J'écoutais précision. sagement. C'est une posture assez inhabituelle chez Zemmour, ça témoigne de la force de la position de Branco. Mais on reviendra sur Zemmour dans la suite de la vidéo. Maintenant, attaquons notre troisième point. Il arrive à déconsidérer son adversaire en refusant de matcher son énergie. Ce qui est très intéressant, c'est que pour celles et ceux qui connaissent Branco, vous savez que c'est quelqu'un qui n'a aucun mal à aller sur le terrain ad hominem quand il le faut. Beaucoup de gens le connaissent pour ses emportements passionnés, comme par exemple dans ses extraits. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, tous les jours en France, des personnes qui viennent voir leur avocat pour leur demander si quelque chose Mais est-ce que ça fait est pas de légal vous, ou non? Déjà, Mais vous vous rien rendez là-dessus, compte on le va danger, remonter sur vous le rendez reste compte du film. le mais danger de ce genre de raisonnement? Il s'en prend à Benjamin Griveaux, lui, russe, qui parle mal français, qui arrive en France en 2017 de toute la classe politique. Vous Il participez à une choisit xénophilie un extraordinaire. homme. Non, mais c'est c'est extraordinaire très comme factuel. parole. Même s'il y a la déduction fiscale, Non, c'est pas que ça. on Il y a est quand même gagnant, Mais puisque non, les il y a de Français la auront fraude moins à payer. fiscale. Ces familles font de la fraude fiscale de façon massive. 2,5 milliards d'euros pour Kering, le groupe Kering qui est la fortune de Pinot. Si, c'est de la fraude fiscale qui a été dénoncée. Non, c'est un système de fraude fiscale pour lequel il y a des enquêtes ouvertes. Oui, je défends des gilets jaunes gratuitement. Tous les jours. Ouais, mais alors, Tous les jours. Je ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission. tu ne gagnes pas 250 millions d'euros en 5 ans, espèce c'est le contrat que vous avez signé avec Bolloré. Espèce d'abruti, je ne gagne pas 250 millions d'euros. C'est pour produire des émissions. Allez, sors du plateau, tu dis des conneries. Non, mais t'es un abruti. Mais face à Zemmour et Nolot, Branco agit de manière radicalement opposée. Après le torrent d'attaque de la part de Nolot, non seulement il ne montre aucune réaction, mais en plus, il commence son intervention de manière vraiment relâchée. Il arrive que de très mauvais livres soient très bien vendus. Simplement, je vois que vous essayez de vous faire un nom dans la littérature, vous essayez de vous faire un nom dans la pseudo-révolution, après avoir essayé d'intégrer l'élite qui vous a rejeté, vous vouliez être chef de cabinet ou directeur de cabinet d'Aurélie Filippetti, vous voulez revenir sur le devant de la scène par une autre voie. Voilà ce que peut-être vous avez une autre motivation pour vous mêler de ce débat public, mais je ne la discerne pas. Vous savez, Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh bien, il est en train de traduire son relâchement non verbal en relâchement verbal. On l'a connu plus formel et plus maîtrisé. En réalité, c'est une manière de déconsidérer complètement ses adversaires. Le message qu'il leur envoie, c'est « Ma passion et mes emportements sont trop précieux, vous ne valez pas la peine que je les partage avec vous ». C'est d'ailleurs un truc qui va faire vriller Nolot.
Branco enfonce le clou après ce torrent de provocation par son extrême politesse. Surtout, c'est pas un mot que j'ai utilisé, monsieur Nolot. Enfin, c'est pas du tout. Moi, j'essaie juste de donner des éléments de témoignage. Le monsieur Nolot, c'est une politesse qui est d'une insolence incroyable. On voit à quel point ça semble irriter Nolot qui continue à le dénigrer. Mais que vous vouliez un destin romanesque, je le comprends, mais franchement, ça ne repose sur rien, ni sur votre livre, ni ce que vous nous dites. Et le décalage s'accentue encore entre un Nolot qui apparaît de plus en plus vindicatif et Branco qui est complètement détendu, qui s'amuse presque de la situation. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais au bout de presque 10 minutes d'entretien, Branco a discrédité son adversaire et marqué énormément de points. Et tout ça alors qu'il ne répond même pas aux questions. Maintenant, on va s'attarder sur Zemmour. Que fait Zemmour pendant que son collègue le tourne en ridicule? Eh bien, pendant tout ce temps, Zemmour n'a pas décroché un seul mot. Et sa première phrase montre qu'il comprend que Branco a marqué énormément de points face à son collègue. Alors, moi je ne suis pas d'accord avec Nolot. Je ne pense pas que vous essayez de faire oublier votre passé de grand bourgeois ou de petit bourgeois, peu importe. Il est obligé de se distancer de Nolot pour pouvoir repartir à armes égales avec Branco. Dans la suite de l'entretien, Zemmour ne va pas commettre la même erreur que son collègue. Il va rester extrêmement calme et détendu. Et ça se traduit par son non-verbal. C'est la même chose pour la manière dont il va provoquer Branco. Tout ce que vous dites, tous vos petits camarades disent à peu la même chose, avec moins de talent ou plus de talent. C'est une attaque beaucoup plus fine et beaucoup moins frontale. C'est même presque plus du mépris qu'une attaque. Ça la rend beaucoup plus piquante pour Branco. On assiste donc à deux adversaires qui rivalisent de décontraction. On sent que cette décontraction devient même l'enjeu de l'altercation. C'est à celui qui va rester le plus impassible. Branco arrive à maintenir cette décontraction sans faille, mais si vous observez bien, il va se trahir à la fin de l'échange. Merci beaucoup, Juan Branco, d'être passé sur le plateau. Je rappelle... Non, mais vous voulez pas nous quitter comme ça, ou quoi? Il part au quart de tour et Anaïs Bouton est obligée de le rappeler. Maintenant, je m'adresse à vous. Si vous êtes dans un débat, ça ne veut pas dire que vous devez prendre tous les coups sans riposter. Mais quand quelqu'un vous provoque, c'est important que vous distinguiez ce qui relève de l'attaque personnelle et ce qui relève d'un argument de fond. Si c'est un argument de fond, vous devez de répondre. Et Branco le sait très bien. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il sait très bien choisir ses batailles pour prendre son adversaire par surprise et le mettre KO. Maintenant, j'aimerais discuter avec vous, parce que c'est assez intéressant, sur le fond. Là, Zemmour signale lui-même que la discussion bascule et qu'on entre dans le fond. Il va même mettre Branco en difficulté en l'accusant de manipuler les gilets jaunes. Vous défendez donc les gilets jaunes. Moi, je pense que vous ne les défendez pas. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes d'extrême gauche qui les manipule. Branco choisit parfaitement sa bataille, puisque là, il décide de contre-attaquer en restant calme. Moi, je trouve que vous avez un raisonnement qui est un peu infantilisant par rapport aux gilets jaunes. Je pense qu'ils ont vraiment réussi à résister à toute forme d'appropriation, de manipulation. Moi, je ne sais pas. On voit que ça pique vraiment Zemmour, qui perd son calme. Vous pouvez voir que le non-verbal de Zemmour a changé. Il est crispé, il croise les bras, il grimace, il hausse les sourcils avec mépris. Branco a contre-attaqué une seule fois en 20 minutes. Mais il a su prendre Zemmour par surprise, et son attaque a été redoutablement efficace. Ce que vous pouvez en retenir, c'est que si quelqu'un vous provoque, ça peut être très efficace de choisir vos batailles pour contre-attaquer en le prenant par surprise. Dernier point de cette vidéo, Branco maîtrise parfaitement ses contradictions, car il a développé un storytelling autour de ça. Les êtres humains sont très marqués par ce qu'on appelle le principe de cohérence. Ça veut dire qu'on est très averse à ce qu'on va percevoir comme une contradiction. Sachez donc que l'une des manières les plus simples pour un adversaire de vous provoquer, c'est de pointer du doigt les supposées contradictions entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et ça ne manque pas avec Branco, qui est un puits à contradictions apparentes. C'est quelqu'un qui vient des beaux quartiers, qui est diplômé de Sciences Po, de Normal Sup, et qui se rêve gilet jaune révolutionnaire. Mais la force de Branco, c'est que vous ne pourrez jamais l'avoir à ce jeu-là, car il a 3 coups d'avance. Il a déjà pensé à ce qui pourrait sembler contradictoire dans son parcours. Et surtout, il a intégré ces contradictions dans son propre storytelling. Je vois pas de contradiction avec la démarche que j'ai eue pendant ces mois, avec ce que j'écris dans Crépuscule, dans Contre Macron en particulier. Je comprends que du point de vue de l'espace social, on ait l'impression, si vous me jugez à partir de la surface, l'avocat de Mélenchon qui tout d'un coup devient... Mais si vous partez des textes, vous remarquerez que c'est pas du tout en fait le dispositif que j'ai mis en place. Et du coup, ça exige un déracinement, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment cru, vous avez trouvé naïf, normalien, etc., au devenir révolutionnaire pendant quelques mois. J'ai vraiment cru qu'il y avait une possibilité de bascule institutionnelle dans ce pays qui permettrait justement de refonder un régime politique. Et ça, Zemmour le comprend très bien. Il n'est pas assez bête pour attaquer Branco directement sur ses contradictions de vie. Donc Zemmour va avoir une intuition redoutable. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça va tout à fait dans mon sens, mais vous voulez pas le voir. Mais je vais essayer d'argumenter le plus simplement possible. Ce qu'il lui dit là, c'est finalement, on est d'accord. Et le fait qu'on soit d'accord prouve que tu es en contradiction avec toi-même, car tu te dis opposé à mes idées. Et Zemmour va appuyer leur accord à chaque étape de son argumentation. Pas pour gagner. Non, mais oui, mais pour faire des pourcentages. D'accord. Et cherche à faire accoucher à Branco de sa démonstration.
Ça, je pense que c'était une idée très intéressante de Zemmour. Mais il va pas arriver à la mener jusqu'au bout pour piéger Branco, parce qu'il est trop précis et surtout, il maîtrise trop bien son dossier. Conclusion, de tout ça, vous pouvez retenir 3 choses. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous provoque, votre décontraction et votre politesse vont le faire passer pour un idiot fini. Deuxième chose, ne vous sentez pas obligé de répondre à toutes les agressions verbales. Il vaut mieux une contre-attaque qui va droit au but que 10 contre-attaques molles où vous allez bafouiller. Troisième et dernière chose, apprenez à répondre aux attaques qui visent vos contradictions en vous penchant dessus avant d'y être confronté. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur la façon dont vous pouvez transformer vos contradictions en force, j'ai une vidéo qui traite exactement de ce sujet et je vous invite à la regarder dès maintenant. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.